On n'est pas pour ou contre l'Iran, on regarde comment fonctionne l'Iran ou n'importe quel pays. Et le problème avec l'Iran, c'est que c'est un sujet passionnant. Et donc, les gens ne sont pas rationnels à propos d'Iran. Ils aiment l'Iran, ils détestent l'Iran, ils aiment la République islamique, ils la détestent. Et donc, on parle en termes de sentiments, on parle en termes de religieux, le grand Satan, la diabolisation, l'axe du mal, au lieu de parler en termes politiques. Et c'est un des gros problèmes qui se pose, et pour l'étude de l'Iran, pour l'analyse, et en termes politiques, parce qu'on ne peut pas s'adresser à un homme politique sérieusement en lui parlant d'Iran. Immédiatement, il sort des clichés qui ne sont pas d'ordre rationnel. Or, ce qui se passe en Iran, en Syrie aujourd'hui, c'est du rationnel. Et quand on a des milliers de réfugiés qui arrivent en Europe à cause du conflit, on le verra, Iran-Arabie Saoudite, ce n'est pas une plaisanterie. Et quand on envoie des troupes bombarder la Syrie ou l'Irak, ce n'est pas une plaisanterie. Et réagir en disant les Iraniens sont des menteurs, sont géniaux ou n'importe quoi, ce sont des réactions affectives qui ne sont pas dignes d'hommes politiques. Ce n'est pas spécifique à la France, c'est un peu partout, et le pire étant évidemment aux États-Unis ou en Israël. Alors, premier point, donc, cet aspect passionnel du sujet iranien qui perturbe beaucoup les analyses et les discussions. Petit détail aussi, qui n'est pas anecdotique, la révolution iranienne de 1979 est la première qui a été faite en direct à la radio. À l'époque, pour la première fois, par téléphone international, on pouvait en direct dire ce qui s'est passé. Donc, les manifestations de 78, le retour de Roménie, tout cela était en direct à la radio internationale, et pour la première fois dans l'histoire. La télévision n'existait pas encore à l'époque en direct, mais cette médiatisation était importante. Et pour la première fois, 300-400 journalistes ont suivi la chute du Shah. C'était une nouveauté, et depuis, ils ont maintenu le grappin sur l'Iran. Deuxième chose importante, quand on analyse l'Iran aujourd'hui, et les conflits qu'il y a, on dit c'est une révolution islamique, l'islam est essentiel, sunnite contre les chiites. C'est vrai, l'Iran est un pays chiite à grande majorité, à 90%, et l'Iran actuel était fondé autour du chiisme au XVIe siècle. Donc c'est pas nouveau ça, que l'Iran soit chiite, a toujours été. Et c'est la constitution de 1906 qui disait que l'Iran est un pays chiite. Donc le fait que depuis 1979, des religieux chiites aient pris le pouvoir est un événement très important, mais ce n'est pas fondamentalement une révolution dans l'histoire de l'Iran. Donc que le chiisme soit important, c'est évident. Deuxièmement, on dit que les Iraniens sont nationalistes. C'est vrai. C'est un des plus anciens États du monde, donc comme État centralisé. L'Iran est un pays hyper nationaliste, qui n'est pas turc, qui n'est pas arabe, qui n'est pas indien, qui est un peu tout cela, et qui était longtemps bloqué entre les empires tsaristes, et les empires ottomans et l'empire britannique. Et donc l'autonomie de l'Iran, le nationalisme iranien, le fait que la culture iranienne est très ancienne et antique, fait un peu comme au Mexique ou en Chine par exemple, c'est une très grande civilisation aussi, qui a continué jusqu'à aujourd'hui. En Mésopotamie, ça a disparu, mais en Iran, ça s'est perpétué. Donc le nationalisme est important. Mais si on analyse l'Iran uniquement en termes nationalistes, on se trompe, parce que l'Iran est aussi chiite, il ne faut pas l'oublier. Et donc les deux facteurs se mélangent, et sans pourtant s'opposer. Mais l'Iran aussi est un pays, et on n'arrête pas de le dire, où il y a une ouverture internationale considérable. Les médias sont pleins de jeunes de Téhéran qui sont en train de danser le rock dans une cave ou sur une scène, et cette bourgeoisie moyenne occidentalisée fait les premières pages des journaux. Ça, c'est anecdotique. Ce qui est plus important, c'est que l'Iran est le premier pays du Moyen-Orient où on a découvert du pétrole en 1908. Et donc l'Iran, depuis le pays le plus ancien, qui a des relations économiques, le pétrole, ce n'est pas rien, avec le monde industrialisé. Donc l'Iran, qui n'a pas été colonisé, a connu le monde international via l'économie moderne, l'économie pétrolière. Et c'est très spécifique cela. D'autres pays n'ont pas eu cette expérience-là. Et donc l'Iran est un pays très ouvert sur l'international, depuis toujours. Et donc quand on analyse l'Iran, il ne faut pas dire simplement le critère c'est l'Iran islamique, contre Israël, chiite, sunnite, tout ça. C'est un facteur. Mais c'est faux si on prend ce critère-là. Si on prend le nationalisme, c'est faux aussi, c'est trop partiel. Et si on prend l'Iran est un pays ouvert à l'international où tout le monde veut rejoindre la Californie, c'est également faux. Tout le problème est cet équilibre entre la religion, la culture populaire, religieuse, le nationalisme, qui est un élément important, et l'international. J'appelle ça les 3 I. Le I de Iran, le I de Islam, le I de international. Et la question est l'équilibre entre ces 3 I selon les moments, selon les circonstances, selon les objets. L'international domine par rapport à l'islam, ou l'islam domine par rapport au nationalisme, et les choses peuvent varier. Donc, il faut analyser l'Iran de façon complexe, avec au moins 3 inconnus dans l'équation. L'équation iranienne a 10 000 variables, mais
plutôt que donner une seule variable, l'islam, le nationalisme ou l'ouverture internationale, prenons déjà 3 variables, ça c'est déjà pas si mal si on travaille de cette façon-là. Autre élément important, à l'époque du Shah, il y avait 2 pays qui soutenaient activement la politique américaine. Le premier, c'était l'Iran, barrière contre l'Union soviétique, donc une armée iranienne très forte, soutenue par les États-Unis, barrant l'Union soviétique. Deuxième chose, le pétrole saoudien. Depuis les années 30, les États-Unis ont mis la main sur le pétrole saoudien, et l'Arabie saoudite, qui n'est pas un pays, c'est juste une monarchie qui contrôle un non-pays, un non-État. Les monarchies pétrolières, Qatar n'existait pas, Dubaï n'existait pas dans les années 70, et indépendance en 71. Donc, il y avait l'Arabie saoudite et l'Iran, qui étaient les 2 gendarmes du Golfe. Mais le seul pays vraiment sérieux, c'était l'Iran, le gendarme du Golfe, qui avait une vraie armée capable d'assurer la sécurité pétrolière. La révolution islamique se fait contre les États-Unis, bien évidemment, qui colonisait l'Iran, contrôlait l'Iran. Et donc, c'était 3 ans après la chute de Saïgon, une gifle extraordinaire pour les Américains, la prise en otage de leurs diplomates notamment. Et donc, ils avaient un pays qui n'est pas devenu chiite, c'est pas le problème, qui est resté nationaliste, c'est pas le problème, qui est devenu anti-américain. Et ça, c'est nouveau. Et donc, à ce moment-là, le mauvais islam iranien, chiite, révolutionnaire, etc., tous les péchés d'Israël, si je peux dire, sont tombés sur l'Iran. Et le pays parfait, démocratique, libéral, ouvert, international, c'est évidemment l'islam saoudien wahhabite, qui est un islam conservateur. Les femmes n'existent pas, elles sont au trou, mais on a ainsi un islam conservateur qui a été développé. Et donc pendant 35 ans, les monarchies pétrolières ont émergé, sont devenues le centre du monde, ils achètent le PSG ou les grands magasins parisiens. L'Arabie saoudite est un pays allié de la France, où on vend des rafales, ils ont une bonne idée de faire cela. Et l'Arabie saoudite et les monarchies pétrolières, je ne parle pas des pays sunnites arabes, je parle de monarchies pétrolières, sont devenus les grands alliés des pays occidentaux. Ça ne pouvait pas durer avec un Iran au congélateur. Donc après 35 ans, le gouvernement iranien a évolué grâce aux sanctions, etc., pour mille raisons, on en parlera. Et aujourd'hui, l'Iran revient sur la scène internationale, un nouvel équilibre est en place. Parce qu'effectivement, on ne pouvait pas maintenir à la fois l'Arabie saoudite avec les dangers de chute, le printemps arabe, ça a existé, et donc imaginez que ces pays entrent dans une turbulence politique, et l'Iran, avec sa force nationaliste, est un des rares pays capables de tenir un peu la région, puisque l'Irak était disparu, l'Égypte avait disparu aussi. Et donc, maintenant, on a les 2 gendarmes de 1970 sont à nouveau sur la scène. Le problème, c'est que ces 2 gendarmes, c'est 2 crocodiles dans le même marigot, et qui ont des idées radicalement différentes. Et donc, au problème qui se pose aujourd'hui, c'est qu'on a un Iran qui est devenu mûr, stabilisé après 35 ans, les révolutionnaires ont vieilli, ils avaient 20 ans, ils ont aujourd'hui 60 ans. On a un pays mûr, il peut faire une bombe atomique, mais il dit je n'en veux pas pour l'instant. Donc comme la Suède, l'Allemagne, le Japon, ils peuvent faire une bombe, mais ils ne veulent pas. Donc, ça montre une maturité politique. Et l'Iran dit voilà, je suis là, avec une bourgeoisie moyenne, 70 millions d'habitants, des grandes possibilités, et si vous voulez que je règle les problèmes, je suis là. Mais enfin, c'est l'Arabie saoudite, évidemment, et Israël, et les monarchies pétrolières, qui n'acceptent pas, après avoir été pendant 35 ans avec tapis rouge, n'acceptent pas de partager le gâteau avec l'Iran, qui pour eux est le représentant de tous les diables. Et donc, depuis quelques années, je conclurai par cela, nous avons une compétition entre, non pas sunnites et chiites, non pas entre arabes et persans, mais entre les monarchies pétrolières et la République islamique d'Iran. Et ce combat, il se passe en Afghanistan, il se passe en Irak, et depuis quelques années en Syrie, avec le drame que l'on connaît. Et donc, cela impose aujourd'hui aux pays occidentaux notamment de prendre enfin l'Iran au sérieux, de prendre le Moyen-Orient au sérieux, après les déboires, l'échec américain en Afghanistan, en Irak, ces dernières années. Alors je m'arrêterai là pour cette introduction un peu provocatrice, mais qui a pour but de lancer le débat. Le nucléaire était très intéressant parce que on a parlé, c'était le phénomène central. La sécurité de l'Occident dépendait du nucléaire iranien. La bombe atomique iranienne allait rayer Israël de la carte dans les 15 jours, c'était fait pratiquement. Et donc on a créé avec le nucléaire iranien une espèce de fantasme qui n'existait pas parce que même si l'Iran aujourd'hui, par le fait qu'on l'a interdit de le faire, a une technologie, parce que les savants iraniens sont de bons savants en physique, hein, et donc ils ont ma foi, faire une bombe atomique c'est pas très compliqué, c'est sur internet, il faut ensuite le faire, mais ça peut se faire. Donc l'Iran aujourd'hui a acquis une capacité technologique pour faire une arme atomique, mais la bombe atomique n'existe pas, il faut au moins de 10 ans avant d'en faire une physiquement. Donc l'arme atomique iranienne, la question du nucléaire est très importante sur le principe, parce que si un pays viole le traité de non-prolifération atomique,
ça peut avoir des conséquences internationales très très graves. Donc la chose est très claire, il ne faut pas que l'Iran ait une arme atomique, pas plus que notre pays, que le Brésil, l'Argentine, ou l'Arabie Saoudite ou la Turquie. Les choses étaient claires. Mais on a fantasmé littéralement là-dessus. Donc l'Iran a payé un prix fort, parce que les sanctions internationales économiques ont été dures, l'Iran a été mis sur la... L'Iran, les Iraniens ont souffert beaucoup, l'Iran pas forcément. Donc les Iraniens ont beaucoup souffert pendant 10 ans de cette guerre sur un mythe, le mythe du nucléaire iranien qui donnerait à l'Iran chiite révolutionnaire la haute main sur le terrorisme international, parce que vous savez très bien que le 11 septembre, évidemment, était fait par des Iraniens, hein, c'est évident. Donc, oui, pour 90% des gens en Israël, aux États-Unis, le 11 septembre est une affaire du terrorisme iranien, puisque c'est les Iraniens qui font ça. Les terroristes, c'est que les Iraniens. Donc, il y avait une espèce de fantasme dessus. Heureusement, les choses ont évolué. Et l'Iran national, l'État iranien nationaliste, s'est ressaisi, puisque même le guide de la République islamique, après les événements de 2009, où il a failli, le régime islamique était un peu en difficulté, a compris qu'il fallait faire des réformes, qu'il fallait avancer, et qu'il ne pouvait pas rester comme ça en disant « Ah bah l'Amérique et s'occuper du reste du monde ». Et donc il fallait que l'international, le guide international, se remette à une place normale, à descendre, pour la stabilité de la République islamique, pour ne pas qu'il y ait de révolution intérieure. Et donc c'est là qui est intéressant, c'est que le régime lui-même a évolué, était capable d'évoluer. Alors le guide lui-même est contre l'ouverture aux États-Unis, mais il sait très bien qu'il n'a pas le choix. Donc c'est un homme politique intelligent. Lui est rationnel. Aux États-Unis ou en France, on n'est pas rationnel sur l'Iran, mais le guide de la République islamique est quelqu'un de rationnel quand il étudie sa politique. Et le personnel politique iranien, quelles que soient leurs idées, est beaucoup plus logique. Donc, ils ont accepté la négociation avec qui? Avec les plus grandes puissances du monde. Vous imaginez un pays, l'Iran, excusez pour les Iraniens et leur nationalisme, mais c'est un pays moyen. C'est un petit pays, c'est 64 millions d'habitants sur les milliards d'hommes de la planète. Qu'un pays ait réussi pendant 2 ans au moins, mais en fait pendant 10 ans, pendant 2 ans, à discuter en tête-à-tête directement, avec des nuits blanches et des semaines entières, avec le secrétaire d'État américain qui a quitté les États-Unis, qui était à Genève ou à Vienne ou ailleurs, avec sa jambe cassée d'ailleurs, il est venu à discuter nuit et jour avec ses 5 autres collègues, français, allemands, russes, chinois, le monde entier était là. Pourquoi? Pour un petit Iran. Vous imaginez la fierté nationaliste et la victoire politique de ce gouvernement, quel que soit ce gouvernement, que ce soit l'Iran ou le Guatemala ou les Zanzibar, hein, un gouvernement qui a réussi à mettre en haleine les plus grandes puissances du monde, qui se dépensent, qui négocie nuit et jour pour un débat, ça donne à un nationalisme iranien une force considérable. Et donc même si l'Iran a beaucoup perdu sur le plan technique ou financier dans cette affaire-là, il a gagné sur le plan politique quelque chose d'exceptionnel que n'a pas le voisin saoudien, qatari ou émirati en face, qui lui gagne leur pétrodollars, s'amuse dans les bordels de Beyrouth ou de Paris, et le reste n'est pas très important. Et la puissance politique iranienne, bon, elle est là, elle a été mise en place. Et donc pour les pays du marché pétrolier, ou pour Israël, qui bénéficie un peu de cette même protection pendant 35 ans, c'est évidemment un changement majeur. Tous les pays du monde, et pas simplement les Occidentaux, la Chine et la Russie aussi, sont devenus des interlocuteurs de l'Iran, qui est là désormais comme un animal politique, un objet politique rationnel avec un gouvernement qui est bien tenu. La République islamique a su évoluer, et donc on a là un système politique qui a les défauts que l'on connaît. Hein. La République islamique est une république qui a encore quelques progrès à faire, hein, mais c'est un pays responsable. Et dans la région, qu'est-ce qu'il y a comme régime responsable avec qui on peut parler, qui a une bonne expérience, qui a une bourgeoisie développée, avec toutes les contradictions qu'il peut y avoir, un pays sophistiqué. C'est pas l'Afghanistan, c'est plus l'Irak qui aurait pu l'être, c'est pas la Syrie, ce n'est plus l'Égypte, ce n'est pas la Libye, ce n'est pas l'Algérie. Hein. Dans le Moyen-Orient, l'Iran est le seul pays qui ait une capacité d'être un interlocuteur important pour les pays occidentaux, mais pour les autres aussi. Enfin, c'est penser que le problème est sunnite-chiite. On en parlera ensuite sur la Syrie, je pense. En Syrie, il y a en gros 2 à 3% de chiites en Syrie. Et les alaouites n'ont rien de chiites, même s'ils ont été déclarés chiites pour des questions techniques à l'époque. Ça n'a aucun rapport. C'est pas la religion qui l'emporte, c'est la puissance d'un État. L'Iran, c'est un État fort, solide, qui a ses caractéristiques religieuses, économiques, sociales, etc. C'est un État. Et en face de l'Arabie Saoudite, qui n'était rien, des Émirats qui n'étaient rien, sont aujourd'hui des États que l'on respecte. Ils vont acheter des armes, ils ont une armée 10 fois supérieure en armement à l'armement iranien. Donc on a fait des Émirats un État avec une armée qui fonctionne. Bon, c'est nous qui l'avons fait. Donc on a aujourd'hui cette opposition entre deux États. Ça peut donner une guerre.
Bien évidemment que non. Parce que l'Iran est un pays qui n'est pas impérialiste. L'Iran est un pays nationaliste. Et depuis la création de l'Iran comme État moderne au XVIe siècle, c'est un État centralisé autour d'Ispahan, à l'époque, qui a disposé autour de lui une série de buffer zones, de zones tampons. D'abord en plaçant des minorités ethniques. Les Kurdes, par exemple, ils ont déporté des Kurdes à la frontière du Turkménistan, à l'époque était un peu agité, pour avoir une série de populations non persanophones sur la périphérie autour, et ensuite une deuxième zone qui comprenait le Caucase du Sud, la Mésopotamie côté est, la région de Hérat et le Golfe Persique, qui étaient deux zones extérieures à l'Iran, hein, mais qui servaient de zone tampon. L'Iran est très influent. Pour protéger quoi? Le cœur de l'Iran, le plateau iranien, l'État iranien central autour d'Ispahan. Et cet État national iranien, pas du tout impérial, qui ne cherche pas à conquérir le territoire des autres, hein, parce que les Iraniens ne sont pas arabes, ils ne sont pas turcs, ils ne sont pas indiens, ils sont à l'aise chez eux et veulent être peinards chez eux. Ils veulent être libres chez eux. Ils n'ont pas l'intention de conquérir l'Inde. Ça a été fait une expédition militaire, mais ce n'était pas une conquête. Donc les Iraniens veulent rester chez eux et être Iraniens. Donc les Iraniens savent très bien qu'ils ne vont jamais pouvoir ni vouloir conquérir Koweït, l'Arabie Saoudite, même Bahreïn. Ce n'est pas du tout leur intérêt, ni leur ambition politique. L'Arabie Saoudite est incapable. Ce n'est pas les 300 soldats saoudiens de la nationalité saoudienne, la sont des Pakistanais ou des Népalais, qui vont conquérir l'Iran. Par contre, et on reviendra dessus, ces deux pays sont en rivalité, comme l'URSS et les États-Unis ont fait la guerre froide sans jamais s'affronter directement. Ils sont affrontés au Liban, au Vietnam, à Cuba, et dans le monde entier des guerres ont eu lieu entre URSS et États-Unis sans jamais qu'un seul soldat américain soit tué par un soviétique, d'un soviétique par un américain. Et aujourd'hui, on a ce même problème dans la région. Il y a deux gendarmes, mais qui sont dans deux logiques différentes, obéissant à deux chefs différents. Et les deux ont des prétentions, et ont une réalité. Et qui paye cela pour l'instant? Les pays voisins, et qui au début payaient quelques incidents, ce n'était pas trop grave. Aujourd'hui, le drame syrien est à une échelle qui dépasse, qui oblige même les pays occidentaux à réagir avec 4 ans de retard, mais ils commencent à s'y mettre. Alors le Yémen, là aussi, quand l'Iran est devenu République islamique en 1979, pour la première fois, donc, le chiisme, la religion, l'islam est devenu un critère important. Il existait, mais il est devenu le critère numéro 1. C'est un religieux, Khomeini, qui prend le pouvoir, les cléricaux éliminent la gauche et les libéraux d'Iran, etc. Bon, ils prennent le pouvoir pour des raisons que l'on connaît. Donc, la religion est devenue un élément très important. Et l'Iran, tout de suite, a annoncé qu'il allait être le leader du monde musulman pour que l'islam, qui est un islam conservateur, écrasé par le christianisme occidental, etc., devienne une religion, une société dominante, majeure, prenant toute sa place dans le monde du XXIe siècle. C'est le rêve khoméniste d'une révolution. Non pas pour déstabiliser le monde, mais pour que l'islam, et Khomeini parle toujours de l'Oumma, il ne parle pas des sunnites ou des chiites, il parle de tous les musulmans. Pourquoi? Parce que les chiites ne sont qu'une minorité, et une minorité très marginalisée. Donc si vous voulez, en tant que musulman, iranien chiite, jouer un rôle important dans la communauté musulmane globale, vous avez intérêt à ne pas affirmer votre identité chiite. Il faut être très universel. Et la meilleure façon d'être universel, c'est d'être anti-israélien. Et donc de dire aux sunnites, regardez, vous avez pendant des années soutenu les Palestiniens, pas efficacement. Après 30 ans, 40 ans, ils n'ont toujours pas d'État palestinien. Vous allez voir moi, iranien, avec une dynamique nouvelle, vous allez voir ce que vous allez voir. Et je vais imposer à Israël de reconnaître un État palestinien. Et donc, succès international de l'Iran, dans tout le monde musulman sunnite, de voir enfin un pays qui réagissait sérieusement par rapport à Israël. Et très rapidement, cette politique s'est arrêtée. Parce que les Iraniens n'avaient pas l'expérience du monde musulman, qui est arabe, donc il y a une culture culturelle importante. Et les succès de l'Iran dans cette politique d'expansion de l'islam révolutionnaire ont été très limités. Donc l'Iran a utilisé chaque fois les minorités religieuses et les minorités qu'il pouvait pour affirmer sa position, parce que tout ce qui leur restait, la majorité étant largement contrôlée par l'Arabie Saoudite et le réseau saoudien. Ce qui fait que l'Iran s'est enfermé, a été obligé de s'enfermer dans ces logiques pro-chiites. Donc aujourd'hui, dès que vous voulez faire quelque chose, vous demandez, vous êtes chiite, plus ou moins, vous dites je suis chiite, parle mon cousin, etc. Vous obtenez facilement le soutien de l'Iran, qui est tout content de pouvoir trouver dans un pays un groupe de gens, une force politique, qui va contrecarrer les Saoudiens. C'est le cas du Hezbollah au Liban, qui est le meilleur exemple. Là, c'est un succès remarquable.
L'Iran a donc utilisé la minorité, la majorité en fait, chiite et des Libanais, qui étaient assez marginaux, mais qui avaient toujours des relations avec l'Iran. Oveida, le premier ministre du Shah, a fait ses études à Beyrouth. Beyrouth était une ville où la bourgeoisie chiite a été très importante. Donc ces relations ont été utilisées par la République islamique et c'est devenu le Hezbollah. Mais c'est le seul succès. En Afghanistan, ils n'ont pas eu beaucoup de succès, et ailleurs non plus. Mais dès qu'il y a un petit groupe qui arrive, notamment les Houthis par exemple du Yémen, qui ont toujours été en bagarre avec l'Arabie Saoudite. Ils sont sur la zone frontalière en plus, c'est pas d'aujourd'hui. Les Iraniens n'ont jamais aidé les Houthis. C'était un groupe sauvage de tribus arabes du fin fond du Yémen, ils n'en ont que faire des Yéménites et des Houthis. Mais quand l'Arabie Saoudite soutient, on va voir peut-être le cas du problème de la Syrie, soutient ce qui va devenir Daesh, et peut prendre le pouvoir à Damas, et l'Arabie Saoudite déclare mon ennemi c'est l'Iran. Et les monarchies pétrolières soutiennent tous les mouvements les plus radicaux, sunnites radicaux, un peu partout dans le monde, que ce soit de Boko Haram jusqu'aux Talibans. L'Iran est obligé de contrer. Dire aux Saoudiens, si vous m'embêtez trop en Syrie, moi je peux vous embêter aussi au Yémen. Et donc ils ont donné quelques millions de dollars, des armes non, les Houthis, au Yémen il y a des armes, en veux-tu en voilà, c'est pas le problème. Mais un soutien politique ou logistique aux Houthis, qui ont permis ainsi peut-être de prendre Sanaa ou d'avancer un petit peu. Certains disent d'ailleurs qu'il l'aurait fait même sans aide iranienne. C'est uniquement un contre-feu. L'Iran n'a pas l'intention de conquérir le Yémen, les Iraniens sont fous mais pas idiots. Donc la guerre du Yémen est une de ces guerres, mais dramatique, qui va devenir peut-être aussi dramatique que celle de Syrie. Mais le problème politique pour les Iraniens, c'est la Syrie, parce que la Syrie, c'est... Là, c'est une question qu'on va déborder plus en détail tout à l'heure, mais en deux mots, les Iraniens n'ont que faire de Bachar el-Assad. Le discours officiel iranien est de dire Bachar, c'est le président élu. Bon, il a encore l'élection, mais officiellement, il est à l'ONU, c'est le gouvernement de Damas qui est là. Donc, les Iraniens disent nous soutenons le gouvernement de Damas. C'est M. Assad qui est président aujourd'hui, mais ça, c'est pas notre problème essentiel. C'est un gouvernement de Damas. Il est là. Il contrôle pas mal de choses, et il y a des forces. Il y a une révolution interne, on sait très bien que ce gouvernement ne va pas tenir longtemps. À terme, il partira. Aujourd'hui, il est là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'avec le printemps arabe, dans la révolution, normalement, les Assad massacrent les démocrates, ça c'est une chose habituelle dans le régime des Bachar el-Assad, et des groupes de rebelles se mettent en place. Mais les intellectuels libéraux, démocratiques, qui ont commencé à s'opposer à Damas, au gouvernement de Bachar, ne font pas le poids du point de vue d'action militaire. Pour se battre contre une armée, il faut une expérience. Qui a une expérience dans le monde musulman? Tous les moudjahidines qui ont fait la guerre d'Afghanistan, de Bosnie, de Tchétchénie, tous les djihadistes, soutenus par les monarchies pétrolières depuis des années, qui ont fait la guerre d'Afghanistan, qui ont fait le coup à la guerre civile en Algérie, tous ces gens-là, ils ont une expérience militaire. Ils ont été les soldats de l'Arabie Saoudite, de l'islam radical sunnite, depuis 25-35 ans. Ils savent se battre. Donc ces gens-là, qui étaient au chômage technique, il n'y avait pas de guerre en Tchétchénie, c'était fini, ou en Bosnie, ces gens ont été rameutés pour dire il y a la guerre à faire, on finance la guerre à Damas. Et résultat, l'Iran a vu immédiatement les forces sunnites radicales djihadistes arriver en masse, contrôlées au début par le Qatar, l'Arabie Saoudite, le Koweït et les Émirats, et on dit voilà, ils sont en train de prendre le pouvoir à Damas. Parce que le but est de prendre le pouvoir, les démocrates étant balayés. Or, pour Téhéran, Damas est important, on discutera peut-être tout à l'heure des détails. Mais ils savent très bien que si Damas tombe entre les mains des Saoudiens, c'est Bagdad qui va tomber ensuite entre les mains des Saoudiens, parce que entre les deux, la frontière n'existe pas. Et ils savent très bien que ce qui s'est passé à Bagdad, c'est la faute politique du gouvernement chiite, ultra-chiite, alors à Bagdad, qui a éliminé l'armée de Saddam Hussein, et des Américains qui ont éliminé l'armée, la police, l'administration de Saddam Hussein. Résultat, le pays est en anarchie. Et tous les fonctionnaires du temps de Saddam Hussein est en chômage technique. Donc ils savent très bien que Bagdad tombera après Damas. Et Bagdad, c'est 8 ans de guerre avec l'Iran. La guerre Irak-Iran est importante. C'est le fondement, c'est le cœur de toute la politique iranienne, intérieure comme extérieure. Un pays qui a fait 8 ans de guerre avec son voisin a pour priorité politique de stabilité, pour sa stabilité, que le pays voisin soit calme et tranquille. Et donc si l'Arabie Saoudite arrive à Bagdad, vous imaginez l'Iran encerclé par la frontière ouest, Bagdad, les Saoudiens, le golfe Persique qui est déjà le golfe arabique de facto, historiquement il était persique,
aujourd'hui l'État arabique, et les talibans qui reviennent d'Afghanistan d'un jour à l'autre. L'Iran est encerclé par les Saoudiens. Inacceptable pour la sécurité nationale iranienne. Donc moi, Iranien, qu'est-ce que je fais? Je suis obligé de soutenir cette crapule de Bachar qui n'est même pas fichu de se défendre tout seul. Je n'ai pas le choix. Il ne faut pas que Bagdad tombe entre les mains des Saoudiens. Les Saoudiens s'appellent Daesh aujourd'hui, ça peut s'appeler autrement, c'est pas important, ça c'est secondaire. Même si Daesh est contre l'Arabie Saoudite aussi, Daesh est d'abord un outil entre les mains des Saoudiens pour prendre le pouvoir à Damas. Après, ils régleront leur compte, mais fondamentalement, c'est un pouvoir sunnite radical, anti-iranien qui prendrait le pouvoir à Damas. Et ça, c'est inacceptable pour le nationalisme iranien. Et donc aujourd'hui, ce n'est pas les chiites iraniens, les ayatollahs qui combattent en Syrie, pour ce Bachar, pas du tout, c'est pas une question religieuse. C'est pas l'international, puisque là ça bloque au contraire. C'est le nationalisme iranien qui se défend en étant obligé de soutenir Bachar el-Assad en Syrie. Et ce discours-là, il est difficile à faire passer en France ou ailleurs. La révolution iranienne de 1979 a été faite en direct et très médiatisée. Et donc les journalistes dans le monde entier aiment bien l'Iran. C'est un sujet intéressant, très spectaculaire. Des religieux avec un turban qui sont chefs d'État, c'est médiatiquement, ça se voit. Des manifestations avec des morts à l'Amérique extraordinaires, bien cadrées, la télévision, il y a 50 personnes, mais en cadrant bien, on croit qu'il y en a 3 millions. Bon. Donc la République islamique aussi joue à fond ce jeu de médiatisation. Et donc la médiatisation est extrêmement importante. Par le fait aussi que le Shah d'Iran avait une excellente politique médiatique. Sa femme notamment, Paradiba. Une jolie femme, belle femme, beau mariage, grand mariage, Paris Match. Ils avaient acheté 3 couvertures de Paris Match. On achète des couvertures de magazines. Et donc ils achètent, ils font une belle photo, et tout le monde adore. Et donc il y a cette relation affective, je vous dis, à l'Iran. Et donc on va sur l'Iran faire une image qui est non pas forcément négative parce que on focalise sur le chiisme noir et tout ça, ce qui existe. Sur la répression, elle existe, c'est bien clair tout ça. Mais on se trompe en analysant uniquement cela. Moi je vous dis, j'essaie de voir les rapports de force et comment ils évoluent. Je connais assez bien la répression en Iran, la situation des femmes en Iran, mais cependant que des femmes. On sait très bien, la loi iranienne n'est pas très bonne, qu'on puisse dire. Mais les femmes iraniennes, globalement, sont la société la plus développée et laïcisée du Moyen-Orient. Parce que les femmes iraniennes sont battues pendant 35 ans, et ce qu'elles ont obtenu, elles l'ont obtenu avec leur combat, malgré les conditions juridiques. Et donc ce qui est important, c'est certes de dire les femmes iraniennes doivent porter un tchador sur la tête, doivent demander le pension du mari pour ceci et pour cela, tout ça, c'est la vérité. Mais je regarde aussi la réalité, qui aujourd'hui, dans tout le monde musulman, c'est en Iran qu'on voit la société féminine la plus revendicative et celle qui obtient le plus grand nombre de succès en matière sociale, du travail, de la présence dans les médias, etc. etc. Bon. Il faut voir ces deux aspects-là, la bouteille à moitié vide et à moitié pleine, pour essayer de comprendre une situation. Et donc aujourd'hui, le problème qui se pose, j'ai encore maintenant que l'Iran s'ouvre, les journalistes tous les deux matins me téléphonent pour dire est-ce que vous connaissez quelqu'un qui pourrait m'aider à faire un truc. Et leur truc est de dire, est-ce que vous ne connaissez pas quelqu'un, un jeune, qui soit vraiment un bon danseur de hip-hop? Écoutez, le hip-hop c'est important. Vous avez fait un reportage sur des jeunes qui dans une cave ont fait du hip-hop. Ils ont été arrêtés par la police, qui les a mis en prison, c'est terrible. Alors on fait un reportage là-dessus sur envoyé spécial sur la deuxième chaîne française, à 1 heure de grande écoute. C'est vrai ce genre de choses. Mais ça n'est absolument pas représentatif des rapports de force qu'il y a en Iran sur l'évolution des choses. Et donc, j'essaie de leur dire, allez voir ce qui se passe chez les comités Bassidji d'un petit village, d'une université, où vous avez des gens qui sont là, qui sont islamiques purs et durs, mais qui rêvent d'autre chose, et qui sont un peu dynamiques, qui ont autre chose. Et donc d'essayer de voir les choses en profondeur. Mais comme la République islamique empêche les journalistes de venir, les universitaires aussi, et actuellement à Paris, il n'y a que 2 chercheurs payés par l'université sur le sciences sociales contemporaines. 2. Une collègue est anthropologue à Sciences Po, et une autre qui est prof à Paris 7. Et les autres sont retraités. Moi je suis ex-directeur de recherche, je suis retraité depuis 5 ans. Et mon collègue François Rabard va partir à la retraite cette année. Tout le monde est parti à la retraite. Pourquoi? Parce que pendant 20 ans, il n'y a pas eu d'étudiants nombreux à envoyer en Iran qui ont pu travailler, faire une thèse sur l'Iran un peu nombreuse, et avec un niveau suffisant pour être recrutés au CNRS à l'université, et donc pouvoir animer une recherche scientifique un peu solide sur les... Bon. Alors ces journalistes,
Et j'essaie de les router vers d'autres choses que l'aspect international hip-hop, quoi. Parce qu'il faut voir les rapports de force. Et quand on a ce qui se passe en Syrie, on ne peut pas aller s'amuser à faire un reportage sur les jeunes iraniens et les problèmes de Tchador, qui sont importants. Donc, c'est ça le problème. Et l'Iran ne fait pas grand-chose pour améliorer les choses. Maintenant, oui, depuis l'arrivée de Rouhani, ils ont compris que leur image était mauvaise. Et donc j'ai obtenu un visa pour venir en Iran, après 6 ans d'interdiction de séjour. J'ai pu retourner là au mois de mars, pour 8 jours simplement. Bon, les choses avancent. Mais l'Iran se rend compte aujourd'hui du fossé qu'il y a entre les relations que peuvent avoir les Turcs, les Brésiliens, ou les Indiens, ou les Malais, ou les Coréens, et les Iraniens dans la sphère internationale. Les Iraniens sont en marge de tout, ils sont très intéressants, mais c'est extrêmement marginal. Donc, entre la médiatisation et l'aspect sexy de l'Iran original, médiatique, et le fait que la République islamique n'a rien fait pour ranger les choses, fait que l'image est négative de l'Iran. Alors ça commence un peu à évoluer, lentement, mais ça va changer. Deuxième chose sur... anecdote aussi, il faut quand même donner quelques anecdotes pour sourire un peu. J'avais un cercle comme celui-ci, dans un cercle très important politique en France, au niveau du Parlement, des gens très importants, d'anciens ministres, des gens... J'ai fait mon exposé sur l'Iran nuancé pour essayer de montrer les rapports de force étaient complexes et qu'il fallait jouer sur plusieurs facteurs pour comprendre la situation. Première question, monsieur le professeur, j'ai dîné hier soir avec madame Faradiba, qui est une femme remarquable, très belle. Ne pensez-vous pas, c'est une femme absolument extraordinaire, que son retour en Iran permettrait de créer un consensus unanime dans la politique iranienne? Alors, soit j'ai dit, il n'a rien compris à ce que j'ai dit, j'ai parlé en chinois et je ne connais pas bien le chinois. Soit je suis stupide, ce qui est possible aussi, soit il est stupide complètement. Mais ce genre d'anecdotes, sur des mythes comme ça, le retour du chat sur un tapis volant, voilà. Ce genre de choses est encore très ancré dans beaucoup d'idées. Sur l'Iran terroriste, l'Iran idéal, l'Iran de la poésie, l'Iran nationaliste, l'Iran de Persépolis, l'Iran d'Ispahan, l'Iran grande nation. Alors quand on commence un discours en disant l'Iran, pays de grande civilisation, on dit oulala. Quand on commence comme ça veut dire à la fin, l'Iran est un pays terroriste qu'il faut bombarder. C'est un peu le discours que l'on tient. Essayons d'être rationnels, et ce n'est pas le cas. Alors sur Israël, c'est pareil. Je connais assez bien la politique israélienne et les Israéliens et leur politique. Il faut distinguer le gouvernement israélien du Mossad, Shin Bet et de l'armée israélienne qui, eux, sont sérieux. Les gouvernements sont pas sérieux. Je ne sais pas si vous avez vu ce reportage terrible d'anciens leaders du Mossad et du Shin Bet à la télévision, disant on nous a demandé d'assassiner des gens, nous on sait faire, on les a assassinés. Et après le gouvernement nous dit est-ce que vous pourriez convoquer monsieur Antel? Non, monsieur le ministre, on l'a tué il y a 15 jours. Montrant la rupture qu'il y avait entre les services militaires et de sécurité israéliens qui sont sérieux, ils connaissent les rapports de force et ils vont au charbon, et la classe politique qui est très idéologue qui sont gouvernés par l'AIPAC aux États-Unis, etc. Et donc ça donne, Netanyahou est un très bon exemple de cela. Et donc il y a en Israël, l'Iran est un élément très important. Un sondage d'opinion a été fait, si l'Iran avait la bombe, 60%, je dis bien 60% des Israéliens interrogés étaient prêts à quitter Israël. 60%. Et c'est un sondage qui a été fait par un collègue sioniste, sioniste du début, qui a de mon âge, donc, qui était militant pour Israël, nationaliste. Et il dit, si les Israéliens aujourd'hui sont prêts à quitter leur pays dès qu'il y aura un problème virtuel, parce que la bombe, une fois qu'elle est faite, elle n'est pas encore tombée, ça montre que le nationalisme israélien est en train de s'effondrer. Il n'existe plus. C'est une fétu de paille. Donc posant des problèmes essentiels pour la résistance de l'Israël vis-à-vis de nos positions. Et quand vous voyez la guerre de 2006 avec le Hezbollah, où Israël n'a pas gagné la guerre en 2006, parce que les soldats israéliens ne sont plus ceux des années 80, ils ne sont pas prêts à se faire tuer pour Israël, ils n'ont pas la combativité qu'il y avait, ça pose de vrais problèmes. D'où la nécessité d'avoir un diable qui soit très dangereux, bien monté, bien organisé, et qui puisse créer l'unité nationale israélienne. Et donc on a créé l'Iran, qui est un parfait diable. C'était l'axe du mal de Bush, parfait. Médias anti-iraniens globalement, il fallait les pousser un petit peu pour qu'ils fassent cela, et la bombe atomique était là. La bombe atomique, c'est parfait. Le terrorisme,
ça tue quelques personnes ici, 10 personnes par là, 10 personnes par-ci, tous les 6 mois. C'est dramatique, ça ne met pas, même le 11 septembre, mais n'a pas fait effondrer la puissance américaine. Le terrorisme n'est pas un danger pour un État, pour une nation, pour un régime. Par contre, pour l'unité nationale, la bombe atomique, là, c'est Hiroshima, etc. Et donc, la destruction d'Israël par la bombe atomique iranienne est devenue un élément d'idéologie politique et de médiatisation politique en Israël, valorisé pour dire, unissions-nous tous, nous avons un ennemi mortel qui est l'Iran, qui est à 2000 km de là. Et ça a permis pendant des années de coloniser la Palestine sans aucun problème. La colonisation s'est faite aussi bien qu'aujourd'hui, la Palestine n'existe plus, on peut bien dire, quasiment plus. Mais on disait, le danger, c'est l'Iran, qui ne respecte pas les consignes du Conseil de sécurité. Israël non plus. Mais le danger, c'est l'Iran. Et donc tout le monde a dit la même chose. La France première, tout le monde disait, le danger, c'est l'Iran. Il ne faut pas que l'Iran ait la bombe. Et en plus, Ahmadinejad arrive dans cette histoire-là. Qui est un type très intéressant, mais enfin, ce n'est pas un aigle en matière de politique internationale. Il a donc dit ce que disent beaucoup de gens, Israël n'existe pas, l'État Israël doit être rayé de la carte, ce genre de choses que l'on dit partout et tout le monde, c'est un discours très banal. Mis en exergue, regardez, Israël va être détruit à Ahmadinejad, et à ce moment, le monté comme un diable, et Ahmadinejad était parfait dans ce rôle-là, et il a même surjoué ce rôle, très content d'être considéré comme l'ennemi numéro 1 des États-Unis. Il était très fier de jouer ce rôle-là, il a joué parfaitement. Mais tout ça, c'est du virtuel. Quand vous interrogiez à ce moment-là les ingénieurs du nucléaire du CEA en France, les ingénieurs américains de la CIA ou autres, les gens de l'AIEA qui contrôlaient bien le nucléaire iranien, ils ont dit l'Iran fait des progrès technologiques extraordinaires, ils avancent, ils sont bons ingénieurs, de bons techniciens. Mais la bombe atomique iranienne, entre nous, s'ils travaillent, si tout est parfait, s'ils marchent très bien, s'il n'y a pas de difficulté, s'ils ont tout, d'ici 10 ou 15 ans, on peut penser qu'ils l'auront. S'ils sont vraiment excellents et qu'il n'y a pas de problème, 10 ou 15 ans. C'est autre chose. Et donc, j'ai commencé par là, cette médiatisation de l'Iran. Il faudra étudier justement le rôle mythologique de la bombe, qui est un mythe important, qui est des réalités évidemment. Un pays qui a la bombe atomique, c'est important. Mais c'est mythologique dans un cadre d'une politique israélienne pour pouvoir coloniser la Palestine tranquillement, sans qu'il y ait de problème, et aboutir à un point de non-retour qui est aujourd'hui atteint. J'étais récemment en Israël, et des gens importants disaient, des vieux militants sionistes, disant aujourd'hui nous sommes sur la pente glissante où Israël ne sera plus un pays démocratique ni plus un État juif. Ce sera un État juif. S'il est un État juif, il ne sera pas démocratique, ce sera l'apartheid. Et si c'est un pays démocratique, il sera plus juif. Donc mon ambition de moi, ancien militant sioniste, de faire un État démocratique et juif, est tombée à l'eau, est en train de tomber à l'eau, et ça peut tomber à l'eau très très vite. Et c'est parce que pendant ces 15 dernières années, on a montré l'Iran comme étant l'ennemi numéro 1. Ce n'est pas le problème d'Israël, l'Iran. Le problème d'Israël, c'est la Palestine. Et donc ils n'ont pas résolu le problème palestinien. Résultat, certains en Israël disent, Israël est mort. Enfin, Israël est en train de... Le virus de la mort d'Israël est déjà inoculé, est en train de partir, parce que les fondateurs d'Israël nationalistes, les vrais sionistes des années 40-50, sont en train de dire, je n'y crois plus, et donc sont en train de penser à autre chose. Mais enfin, ils ont 70 ans, ils disent, bon, j'ai vécu ici, je mourrai ici en Israël, mais ils n'y croient plus. Il y a un vrai problème au niveau de la sécurité d'Israël, d'avoir abusé du mythe iranien. Alors, détail sur Israël et Iran. On sait que les Juifs sont reconnaissants aux Iraniens d'avoir délivré de Babylone. Dans l'histoire juive, c'est très important. L'Iran est le seul pays où il y a des prophètes juifs qui sont enterrés en Iran. Et c'est donc un pays frère du point de vue du judaïsme. Ça compte. Sans compter qu'il y a de très nombreux Iraniens d'origine en Israël. Et ils savent très bien que l'Iran est un pays stratégiquement non arabe, opposé aux pays arabes régionaux, et donc dans la zone, derrière la Syrie et l'Irak, d'avoir un pays comme l'Iran n'est pas forcément négatif pour la sécurité d'Israël. Parce qu'avant de pouvoir attaquer Israël, l'Iran devra résoudre le problème de Bagdad, de Damas, et c'est un gros problème. Et donc, bien distinguer ce qui est le discours de l'Iran avec le Hezbollah notamment, mais beaucoup plus que le Hezbollah. Le Hezbollah, c'est un problème libanais, pas un problème israélien. De dire Israël doit être ceci, cela. L'opposition à Israël, c'est pour avoir une place comme il faut dans le monde musulman. Bon, c'est une bonne politique politicienne. Du discours réel. Et donc, dans la réalité, le facteur israélien dans la politique iranienne, c'est un facteur, forcément, mais le facteur 45 ou 46 dans les priorités.